Donc bonjour à tous, merci d'être venus. Aujourd'hui, on va discuter de tout ce qui est big data et comment est-ce qu'on collecte les données d'audience, donc les logs d'audience sur le site Page Jaune. C'est une présentation assez dense, donc je vous préviens quand même, mais alors il y a des petits easter eggs aussi dans la présentation, comme sur le premier. Alors je vous donne quelques indices et après ce sera à vous de les trouver pour la suite. Donc le Li, c'est le lithium en fait, donc j'espère que vous avez les batteries bien chargées au lithium. Et le deuxième, c'est O pour oxygène, donc je vous propose de prendre une bonne bouffée d'oxygène parce que ça va être assez dense. Donc je m'appelle Yann van der Stok, je suis architecte et tech lead dans l'équipe où on collecte toute l'audience et où on fait beaucoup de big data pour traiter cette audience et la restituer à nos annonceurs. Et donc je travaille chez Page Jaune, je suis très heureux d'être au RedScamp cette année et on va voir comment est-ce qu'on traite, mais surtout comment est-ce qu'on génère également une centaine de millions de logs plusieurs centaines de millions de logs par jour, et le process qui est utilisé, les optimisations qu'on a apportées, et comment est-ce que vous pouvez essayer de faire ça chez vous également. Tout d'abord, on va commencer par le parcours utilisateur. Donc on a plusieurs médias, donc on a du fixe, du mobile, des tablettes, des montres connectées. Chaque utilisateur peut faire soit des recherches qui vont aboutir potentiellement à un ou n affichages de professionnels. Parce que quand on vient chez Page Jaune, c'est principalement pour chercher des numéros de téléphone, mais pas que. Ça peut être aussi pour chercher des adresses, déposer des avis, etc. Donc on va avoir des pages vues, des professionnels affichés, des produits publicitaires affichés, et potentiellement également des clics qui peuvent également amener à des informations potentiellement intéressantes pour les annonceurs. Donc le type d'informations qu'on collecte, donc on a les logs, forcément les logs techniques, donc ça c'est ce que vous avez également chez vous. On retrouve également les logs applicatifs, c'est cette partie-là sur laquelle on va se focaliser aujourd'hui. On a des logs AT, donc c'est des sites partenaires pour lesquels on peut avoir des informations officielles et pouvoir avoir un third party qui va officialiser nos chiffres. Et enfin des logs événementiels, donc par exemple les clics qu'on voyait tout à l'heure. Et l'intégralité de tout ce qui est en bleu, c'est les types d'événements que nous on collecte sur nos serveurs Big Data. Et cette partie-là, c'est celle qu'on va voir aujourd'hui. Donc quelques petits chiffres pour mettre un peu en perspective. Donc le site Page Jaune, sur l'année 2016, donc sur l'année dernière, on a fait 1,7 milliard de visites. On a en moyenne 137 millions de recherches qui sont effectuées chaque mois, 14 milliards de professionnels affichés. Et au niveau groupe, on a 2,4 milliards de visites, donc on est en augmentation de 9%. Et si vous comparez le 1,7 par rapport au 2,4, on se rend compte que sur le groupe Page Jaune, en fait, pardon, sur le groupe Solocal, Page Jaune a une forte influence. Si on compare tous les sites français, si on compare tous les sites par rapport à l'audience française, on est entre 5e et 7e, donc l'année dernière nous étions 6e pour le groupe, et on a près de la moitié du trafic qui vient maintenant du mobile. Un petit retour sur l'historique et comment est-ce qu'on en arrive à la solution Big Data. Donc historiquement, le site Page Jaune ressemblait un peu à ça, donc c'était un monolithe, alors plus côté breton, parce que une bonne partie du site a été développé en Bretagne. Mais de façon plus générale, c'était un peu plus moderne que ça, donc ça ressemblait un peu à ça, mais ça restait quand même un monolithe. Donc on faisait à peu près une version tous les 3 mois. Donc par une version, il faut comprendre que l'intégralité de tous les services était livrée dans un seul gros livrable, en fait, et que ça prenait 3 mois pour le tester. Et si on ratait la date de livraison, on devait attendre les 3 mois suivants pour pouvoir sortir en général. On avait quelque chose qui ressemblait aussi à un monolithe, même si ce n'était pas tout à fait un monolithe, parce qu'il se basait sur d'autres couches un peu réutilisables, mais ça restait une partie livrable en un seul bloc. C'était la partie web, toujours web browsing, mais avec des téléphones portables et des tablettes. Et enfin, on a vraiment les parties applications, donc on peut installer directement sur les mobiles. L'audience était collectée de façon unique, mais aussi intrusive, en fait. C'est-à-dire que chaque type de média envoyer ses propres stats d'audience, et ils étaient directement embarqués dans le code. Donc au résultat, c'était une solution monolithique, mais on s'est vite rendu compte que le monolithique, c'est pas très bien si on veut faire des mises à jour plus fréquentes du site, si on veut faire des patchs plus rapides, etc. On commençait un peu à sortir du chemin tracé, en fait. Donc pour la partie audience, donc en 2013, comme on vient de le dire précédemment, si on avait un type de collecte par média, donc ça faisait une chaîne de collecte par type de média qu'on avait. La collecte est intrusive, donc c'est-à-dire directement dans le code lui-même, on générait les logs de stats et on générait également les missions. Les restitutions, on avait plusieurs types de restitutions en fonction des clients, et une bonne partie du traitement était fait de façon manuelle, en fait, pour la collecte de l'audience, mais aussi pour sa génération. Donc il y avait pas mal de fichiers Excel, etc. Et c'était très laborieux, et ça commençait vraiment à atteindre ses limites. Le TTM au mieux, c'était J+5.
Donc pour détecter un problème, on s'en rendait compte trop tard en fait, c'est-à-dire qu'on ne pouvait pas corriger directement le jour même ou même le lendemain. Le coût de maintenance était de plus en plus important. La baie, donc on avait une baie Netezza pour une bonne partie des calculs, commençait vraiment à arriver à saturation et ça avait un coût non négligeable pour la société. Et beaucoup de personnes étaient vraiment dédiées à la maintenance de tout ce système. Donc deux solutions sont proposées, enfin on a proposé deux solutions. Donc côté architecture, on a fait une solution beaucoup plus modulaire du site, donc vraiment des petits composants, ce qu'on appelle maintenant les microservices, qui est vraiment devenu très à la mode. Donc là, pour rappel, on était en 2013 et on a commencé à partir sur une solution Big Data. Donc on a commencé à monter un cluster, montrer ce sur quoi on était capable de travailler et les gains qu'on pouvait apporter par rapport aux solutions existantes. Si on se focalise sur la première partie, donc la modularité, donc quand on parle modularité, on parle vraiment les plus petites fonctionnalités possibles, quelque chose qui reste livrable, mais le plus petit possible, donc le plus atomique possible. Et si on fait une connotation par rapport à ça, on peut prendre par exemple la table périodique des éléments, donc celle qu'on peut retrouver un peu partout, mais faire juste un découpage de composants, ce n'est pas suffisant. On se rend vite compte que chaque composant a besoin d'interaction avec d'autres composants, et si on ne met pas quelque chose en place, ça devient vite un plat de spaghettis. Donc comme a pu le dire Mr. White, pour ceux qui le connaissent, avoir des composants c'est bien, les gérer c'est mieux, éviter de faire un cocktail qui devient explosif, c'est mieux. Donc en partant sur cette partie-ci, je vous propose de regarder un peu ce qui se passe quand vous faites une recherche sur le site PageJaune. Donc si vous prenez votre ordinateur portable, la première requête que vous allez faire va arriver directement sur ce qu'on appelle nous le Traffic Manager, donc c'est en OpenResty, donc c'est codé en Lua. Et ce composant-là va vous permettre de rediriger votre requête sur un ou n composants et sur les différentes stacks en fait, qu'on peut avoir sur le site PageJaune. Donc le premier composant sur lequel on va atterrir, ce sera un varnish, donc un double intérêt. Dans certains cas, le varnish permet de faire du cache ou faire directement la redirection sur le back-end, donc faire par exemple du load balancing si on le souhaite. Ensuite, on retrouve notre couche de présentation, donc c'est du PHP. Historiquement, on était en struts, puis JSF, et maintenant on est sur une couche PHP sur la nouvelle version du site qui est sortie en fin 2014 et complètement en juin 2015. Et ensuite, on retrouve plusieurs couches. Donc, pour tous ceux qui ont fait des microservices, c'est quelque chose de très, très familier. Donc, on retrouve des orchestrateurs de premier niveau, de deuxième niveau, des API, et derrière chaque API, on retrouve un back-office. Donc, le back-office peut être soit une base de données, donc on a des bases Mongo, on a des bases Redis, on peut également avoir des moteurs de recherche comme Perteam, Exalid. Donc, on a tout un ensemble de back-office, et ils sont appelés directement par les API. Si on fait maintenant, côté mobile, un appel du même type, donc toujours du web browsing, donc on ouvre notre navigateur web sur l'application mobile ou sur la tablette, on suit exactement le même parcours. Donc pour cette partie-là, c'est assez simple. Si maintenant on se focalise sur une fiche détaillée, donc quand j'ai affiché ma liste réponse, donc j'ai plusieurs professionnels d'afficher, si je clique sur ce professionnel, j'affiche un autre type de page, et à ce moment-là, j'ai une nouvelle requête qui part. Elle va partir sur potentiellement d'autres varnish, d'autres couches de présentation, parce qu'on n'est pas sur le même rendu du tout. Des orchestrateurs, par contre, on peut se rendre compte qu'on va partager certains composants. Donc il y a des composants qui seront utilisables en fonction du type de page sur lequel on se trouve. Pour la partie mobile applicative, cette fois-ci, c'est exactement la même chose. Donc on retrouve le même flow, sauf qu'on n'a pas de couche de présentation, puisque la présentation est faite directement sur la partie mobile, donc elle est directement embarquée dans l'application qu'on a téléchargée. Donc pas de couche de présentation, un orchestrateur de premier niveau qui peut lui appeler par exemple la partie recherche, qu'on a vu qui était déjà utilisée sur la partie quand on fait une recherche sur le site partie web, et ainsi de suite, les appels sont faits. Et ensuite, on a également une partie qui gère tous nos partenaires. Donc par exemple, on a Yahoo France, si vous cherchez un restaurant à Rennes, par exemple sur Yahoo France, vous allez avoir une liste plus courte, donc une liste de 5 professionnels qui vont être affichés avec une carte. Donc la carte qui vient de m'appuyer et les informations qui viennent du site PageJaune. Et c'est la même chose, donc on retrouve quelque chose de très similaire aux applications mobiles. Donc pas de couche de présentation, parce que la présentation est faite directement sur la partie partenaire. Et après, on retrouve des informations qui sont partagées au niveau orchestration et au niveau API, et le flow normal. Donc tout ça, c'est pour vous montrer l'évolution qu'il y a eu. On est un petit peu coupé au niveau de la résolution. L'évolution qu'il y a eu sur le site entre quelque chose de très monolithique et quelque chose de très très découpé. Et ce découpage nous a permis de faire également une collecte d'audience également découpée. Au lieu d'avoir la collecte qui était intrusive, ça nous a permis de faire ceci. Donc à chaque niveau, sur chaque couche qu'on peut avoir,
On a une partie qui est plus ou moins intrusive. Donc sur les varnishes, par exemple, c'est quelque chose de très intrusif, c'est directement dans le code VCL. Sur la partie PHP, c'est moins intrusif, parce que c'est un module qui est dédié sur la partie PHP et pas directement dans le code PHP. Par contre, sur les orchestrateurs et sur les API, on est complètement non intrusif à partir du moment où c'est directement un fil de servlet qui intercepte le résultat qui est remonté vers les API appelants ou les orchestrateurs appelants. Ce résultat est directement la réponse JSON qu'on doit normalement servir à l'appelant. On le filtre et on récupère que les informations qu'on juge pertinentes pour la collecte d'audience. Donc on ne montre pas l'intégralité des informations, mais on récupère que ce qui est intéressant. Et la question se pose, dans quelle solution nous allons pouvoir stocker de ces informations, sachant qu'on parle de plusieurs millions de messages en fait, qui arrivent tous les jours. Est-ce que quelqu'un a des propositions sur quel type de technologie on pourrait mettre ici pour enregistrer énormément de messages? Donc on parlait... Pardon? Recevoir. Recevoir et stocker. Kafka, oui. Donc on aurait pu avoir un RabbitMQ équivalent. En gros, ce qu'on veut, c'est juste une file, en fait. Et donc Kafka répond très bien, que ce soit au niveau performance, mais aussi au niveau résilience, etc. Donc Kafka, chez Page Jaune, donc on reçoit à peu près 320 millions de messages par jour. Donc on voit certaines requêtes envoient plus ou moins de messages en fonction de leur complexité. On a à peu près 22 millions de pages utiles qui sont traitées par jour. On a une cinquantaine de topics. Donc un topic côté Kafka, en fait, on peut voir qu'un type de varnish va émettre dans une file Kafka, donc qui sera un topic. On a une douzaine de nœuds en production, donc situés sur 2 data centers et séparés sur 2 data centers. Ça nous permet de faire la résilience, c'est-à-dire qu'on peut se permettre de perdre un nœud, on peut se permettre de perdre un switch au-dessus des nœuds. Et on peut également se permettre de perdre un des 2 data centers complètement et continuer à collecter de façon transparente. Et on a actuellement 7 jours de rétention complète, c'est-à-dire si l'ensemble de la collecte ou le traitement de la collecte qui est en aval de Kafka tombe ou ne répond plus ou on a un incident, on a 7 jours en fait pour attraper l'incident et pendant ce temps-là, on sert de Kafka comme un gros tampon en fait. Donc il bufferise l'intégralité des messages et ensuite on peut reprendre. Donc c'est un peu notre secours en fait si on a un gros incident en aval. Et pour cette partie-là, si elle tombe, on a mis suffisamment de résilience à plusieurs niveaux pour éviter que ça devienne critique. J'ai parlé plusieurs fois de messages, donc j'ai essayé de prendre un des plus petits messages qu'on a, donc c'est peut-être pas très lisible, c'est du JSON en fait. Donc si on fait par exemple une requête sur Breitscamp à Rennes, on trouve ça en fait. Donc on trouve une requête, on a cherché un Kikwa, donc ce qu'on appelle le Kikwa, c'est la raison de la recherche. Donc là c'était c'est une recherche bichamp en fait, donc sur 2 champs, donc on a le Kikwa et le OU. Donc on a cherché Breitscamp à Rennes et on a trouvé le résultat qui est directement l'association Breitscamp. Donc ça c'est juste le résultat. Après on a d'autres appels qui sont faits à des API pour remonter plus d'informations sur ce bloc. Et ce qu'on peut trouver sur cette partie-ci, on a un élément qui s'appelle calls et en fait c'est la relation qu'on trouve entre les appelants et les appelés. Donc on a les messages qui sont envoyés de façon individuelle. Par contre, un message connaît les messages qui ont été appelés pour constituer sa réponse à lui. Donc on a une sorte d'arborescence en fait, qui peut se dessiner en connaissant la tête de grappe qui se trouve tout en haut. Donc une grappe, c'est un ensemble de messages qui sont constitués de façon logique. Quand on connaît la tête de grappe, en fait, en descendant à travers ces relations, on peut constituer l'ensemble de la grappe pour un appel. Et on sait également qu'il y a certains appels qui peuvent être cachables, réutilisés, comme on a pu voir dans le schéma tout à l'heure. Et quand on a fait cette recherche-là, on affiche ce qu'on appelle un bloc inscription sur page jaune. Donc ça, c'est ce qu'on pourrait afficher. Un autre exemple également qu'on voit sur la partie jaune, c'est afficher ce numéro. La raison pour cet affichage, c'est pour également tracer l'audience. C'est-à-dire que si l'internaute souhaite connaître le numéro de téléphone, c'est une information importante qu'on veut remonter à l'annonceur et lui annoncer qu'un internaute a souhaité voir son numéro et donc a souhaité prendre contact avec lui. Donc ça, c'est un élément important qui fait partie de notre rôle côté restitution de l'audience. Donc ça, c'était en 2013. En 2014, on avait une chaîne, donc la chaîne de collecte, donc l'acquisition des données, donc ils vont de Kafka directement vers HDFS, donc vers le système de stockage côté Hadoop Big Data. On avait des batchs qui tournaient en nightly, donc toutes les nuits, on a un batch qui traite les données de la veille. Donc on était à J-1. Au niveau des technologies, donc on a du Hive qui ressemble à des requêtes SQL, pour faire court. Du Py qui est vraiment du langage de scripting, qui permet de faire un peu de programmation tout en script, donc en Pyglatine. Et pour ça, on a utilisé un IDE qui s'appelle DSS, pour Data Studio, qui est fait par Dataiku, donc c'est une startup française. Il commence à partir un
un peu plus que françaises maintenant, parce qu'elles commencent à avoir des bureaux à New York, etc. Les restitutions sont-elles également sur HDFS? Donc on récupère les données de Kafka, on les stocke sur HDFS, on les traite et on les stocke ensuite une nouvelle fois sur HDFS dans un nouveau dataset. Et tout ça, c'est fait sur un cluster Hadoop qui tourne sous Cloudera. Pour vous donner un petit exemple alors pas la partie IDE, mais la partie représentation et l'enchaînement des jobs, ça ressemble un petit peu à ça. Donc sur la partie de gauche, on retrouve l'intégralité des datasets qu'on utilise pour un type de job. Donc là, par exemple, c'était pour restituer le nombre d'affichages de professionnels sur une journée. Donc à gauche, l'intégralité des datasets d'entrée, donc c'est ce qu'on a pu collecter à travers les Kafka. Et sur la partie de droite, c'est les datasets de sortie, donc ce qu'on va restituer à nos annonceurs ou à nos clients internes pour faire des statistiques sur nos produits d'affichage sur les listes de réponses, par exemple. Et par exemple, si je veux avoir le tout dernier bloc, donc celui dont vous ne pouvez pas le lire ici, mais sur le dernier bloc tout en bas à droite, si je veux savoir comment calculer, donc ça c'est l'affichage, le nombre d'affichages sur la liste de réponses, l'enchaînement de parties de calcul en fait sur le cluster Hadoop qu'on doit faire. Donc les petits éléphants en fait c'est les datasets ou datasets intermédiaires, donc ce qu'on retrouve au milieu, c'est-à-dire qu'entre une partie de calcul et la prochaine partie de calcul, à chaque fois il y a un stockage intermédiaire sur disque, donc ce qui n'est pas très performant et on verra tout à l'heure comment on peut améliorer cette partie-là. Et ensuite, on trouve des petits cochons qui est la partie pig, des petites abeilles qui est la partie hive, et des petits coups de balai au début, qui est le nettoyage des données qui viennent de Kafka, sur lesquelles on peut faire du pré-processing. Donc on a parlé tout à l'heure de graph, donc si je descends un petit peu sur une explication un peu plus concrète de tout ça. Donc on a vu tout à l'heure les stacks d'appels, donc on retrouve le traffic manager qui fait appel à des varnishes, des PHP, des orchestrateurs et des API. On a vu que chaque composant émet un message unitaire, mais qui reste cohérent en fonction de la relation parent-appelé. Et tout ça, c'était stocké dans Kafka. Si on regarde ce qui se passe derrière, donc on a un composant qui s'appelle Goblin. Initialement, on avait utilisé Camus, et maintenant c'est Goblin. Donc c'est deux composants qui permettent de faire la même chose, l'un étant déprécié donc pour Camus, et qui permettent de prendre tous les éléments qu'on a dans Kafka, donc tous les messages qui sont arrivés dans Kafka, et les stocker directement dans HDFS. Donc pour notre cas d'usage, c'est toutes les 10 minutes qu'on va chercher l'intégralité des nouveaux messages qui sont arrivés dans les 10 dernières minutes, et on les stocke sur HDFS. Et on a ensuite la partie traitement de nuit, donc là c'est un ensemble de scripts qu'on a pu voir tout à l'heure avec l'enchaînement, et les restitutions sont stockées sur HDFS. Donc on reviendra tout à l'heure sur ce schéma-là pour voir comment il a évolué dans le temps. Mais ce que j'ai marqué dans le titre, c'est avant le streaming, parce que ça c'était vraiment du traitement de nuit, et avant de pouvoir faire le streaming, donc faire du temps réel en fait, on avait quelques prérequis à mettre en place. Donc on a vu qu'on était sur Cloudera. Cloudera c'est une solution très bien, donc ça nous permet d'avoir une solution packagée avec l'ensemble des différentes versions open source qui peuvent arriver sur Big Data et qui arrivent constamment. Un des gros soucis, c'est que les versions sont très longues en fait. Ça prend à peu près 6 mois pour avoir une nouvelle version de Cloudera, donc un package complet. C'est un peu comme une distribution Ubuntu si on veut, avec le noyau Linux, etc. Donc là, c'est la même analogie, donc c'est une distribution de composants Hadoop. Mais c'est très très long pour en avoir une, parce qu'ils font énormément de batteries de tests, et avant de pouvoir sortir une version, ils ont énormément de travail à faire. Le contenu des releases est très peu documenté, parce qu'en fait, ils sortent une release quand elle est prête, et ils n'hésitent pas à retirer des composants qu'ils pensaient intégrer dans la nouvelle version. Donc c'est toujours compliqué pour nous de savoir ce qui va être inclus. Et l'autre désavantage également, c'est que Yarn, qui est le gestionnaire de ressources qui se trouve sous Cloudera, est uniquement pour la partie Big Data. C'est-à-dire que si on veut faire un Elasticsearch, qui n'est pas considéré comme un élément de la stack au Big Data, même si certains le considèrent, c'est pas intégré, c'est pas intégrable dans Yarn directement. Et donc pour faire ça, on a utilisé une autre solution, donc un autre gestionnaire de cluster qui s'appelle Mesos, qui nous permettait d'avoir les toutes dernières versions de Spark en les installant nous directement sur le cluster. Et en aparté, Mesos, quand Mesos a été écrit, donc par Maté entre autres, donc c'était 5-6 personnes chez Berkeley, et pour pouvoir tester le gestionnaire de ressources Mesos, en fait, ils ont juste écrit un petit test unitaire qui est devenu ensuite Spark et qui connaît maintenant l'évolution qui est bien connue côté framework. Donc ça, c'est ce qu'on avait avant. Donc on avait Kafka, Cloudera, et on a vu qu'on stockait les restitutions sur HDFS. Maintenant, ce qu'on a en plus, c'est la partie Spark Streaming qui tourne sous Mesos. Donc on a la partie Spark Streaming qui est écrite complètement en Scala dans l'équipe. On a Elasticsearch pour tout ce qui est indexation des données, donc ça, on va y revenir ensuite. Et on a la partie Marathon, qui est un autre composant qui fait partie de l'écosystème Mesos, qui permet de faire
faire tourner en fait des tâches très longues, donc par exemple quelque chose en streaming, c'est-à-dire une tâche qui ne s'arrête jamais, un cluster Elasticsearch qui ne s'arrête jamais. Donc pas des batchs, mais vraiment des process qui tournent toujours. Et si un des éléments du cluster tombe, on peut le redémarrer. Si on veut faire du scaling sur un composant, Marathon le permet également à l'intérieur de Mesos. Donc pour faire un petit focus sur la partie Spark, qu'est-ce que ça nous a apporté? Donc la transition du code PIC vers Spark, on est passé de batch nightly à quelque chose de streaming. Donc qui dit streaming dit temps réel. Donc c'est-à-dire qu'on les détections qu'on pouvait le faire que le lendemain au mieux, ou qui étaient détectées bien plus tard, maintenant on les fait directement en temps réel. Donc on a les dashboards qui nous affichent directement en temps réel l'évolution de l'audience sur le site et l'évolution de la collecte sur les différents types de verticales qu'on peut avoir et sur les différents médias qu'on peut avoir également. Donc on a des verticales pour chaque type. On avait la sollicitation des ressources sur le cluster qui était faite de façon très importante la nuit et un peu sporadique le jour. Donc le jour, c'était plus des analyses qu'on fait sur les données, mais le pic de la charge sur le cluster était fait la nuit, donc on devait avoir un cluster dimensionné pour le traitement de nuit important, et le jour, il était moindre. Donc maintenant, le trafic est beaucoup plus lissé, il est beaucoup plus mappé par rapport au trafic qu'on peut avoir sur la production, en fait. Donc vraiment sur le trafic utilisateur, et pas sur le traitement uniquement de nuit. Et on est passé de livraison à J+1 en quelques minutes. Maintenant, on peut livrer les dernières, en quelques secondes, on peut livrer les dernières minutes ou les dernières secondes d'audience qu'on peut avoir. Donc c'est pas vraiment du temps réel, c'est du pseudo-temps réel, parce qu'avec streaming, on ne fait pas vraiment du temps réel, on fait des micro-batchs, donc des tout petits batchs très très courts, donc on fait nous des batchs de 10 secondes. Donc l'architecture cible qu'on avait en 2016, donc c'était ça en fait. Donc on avait la partie streaming qu'on a déjà vue. On souhaitait explorer de façon visuelle nos données. Donc en utilisant Elasticsearch, l'avantage c'est qu'on a Kibana qui nous permet de faire des dashboards à moindre frais, très rapidement modifiables. Donc nos restitutions qui restent pour nos annonceurs principalement et pour les équipes internes qui font les analyses. On a également tout ce qui est communication intercluster. On verra à la fin de la présentation, mais on a actuellement 2 clusters en Hadoop en production. Donc celui-ci qui fait la collecte, on en a un second qui gère vraiment la partie aval de cette collecte. On a également la partie prédiction qui nous permet de voir comment évolue le trafic, comment pourrait évoluer le trafic, et de prédire la courbe d'audience, par exemple un jour férié, si c'est un jour férié où on veut comparer par exemple l'audience d'une semaine sur l'autre, on peut le faire, on peut également la prédire. Et enfin, tout ce qui est qualité et validation, ça c'est un des focus qu'on a mis énormément l'année dernière, qui nous permet de faire une validation sur ce qu'on génère, ce qui est généré également, donc les messages qui sont générés, ce qu'on génère. Et on a énormément de dashboards qui sont faits, des alertes qui sont faites de façon automatique sur notre chaîne de continuous delivery avant qu'on parte en production. Le big data chez Page Jaune, donc on a vu tout à l'heure, c'est un certain nombre de grappes. Donc on a à peu près une vingtaine de millions de grappes par jour. Ça pèse à peu près 287 gigas de données par jour. Donc en compressé, ça fait à peu près 34 gigas en moyenne. On a une rétention d'à peu près 25 mois de données. Donc c'est 25 mois sur les données qui sont anonymisées. On respecte tout ce qui est CNIL, etc. pour tout ce qui est droit aux données et rétention des données. On a 2 clusters, donc on a vu le premier qui est la partie Hadoop, donc on a à peu près 1 millier de cœurs sur le premier cluster et 2 Tera de RAM. Et la partie HDFS, on a à peu près 3/4 d'un péta. Et le cluster Mesos qui grossit de plus en plus, on se rapproche à peu près de la même taille que le cluster Hadoop, que ce soit en CPU ou que ce soit en RAM. Par contre, en disque, on stocke beaucoup moins de données, parce qu'en fait, on n'est pas là pour... La partie Mesos, c'est vraiment pour faire du temps réel, faire du calcul plus que du stockage. On a 3 objectifs à remplir dans l'équipe dans laquelle je travaille. Donc, le premier, c'est le retour sur investissement. Donc, quand on a un annonceur qui investit un certain nombre d'euros en fait, par an ou par mois, il s'attend à avoir un retour sur investissement sur le nombre de contacts que ça lui a généré, la visibilité que ça lui donne. Donc ça, c'est une des parties majeures qu'on adresse. Ça nous permet également de comprendre et de mieux interagir avec l'utilisateur, fournir des services de façon plus riche. Et ça nous permet également d'améliorer nos listes de réponses, donc toujours améliorer le moteur de recherche. En fin d'année, donc on en était là. Donc on a la partie streaming, donc c'est le projet qu'on appelle Unity, parce qu'en fait on a unifié l'ensemble de nos chaînes. On a vu que tout à l'heure on avait une chaîne par type de média. Maintenant on a une solution qui est unifiée. Donc on retrouve par exemple pour la partie web, pour la partie application mobile, donc embarquée et la partie partenaire. Donc on stocke tous ces messages dans Kafka. Ça passe dans une seule chaîne unifiée qui est Unity et on génère ce qu'on appelle des grappes unifiées, donc des ugrappes. Ces grappes étaient en fin d'année stockées sous HDFS, un peu comme nos restitutions. Et on a la partie aval que je parlais tout à l'heure, la partie bleue qui est le modèle H. Donc c'est un modèle hiérarchique
et hiérarchique dans le sens où nous, ce qu'on délivre, en fait, c'est principalement des recherches, donc vraiment une recherche utilisateur. Le modèle H est hiérarchique dans le sens où on prend l'intégralité des recherches faites par un utilisateur durant sa session et on agrège toutes ces informations-là pour dire tel utilisateur a fait ces recherches-là, est-ce qu'elles ont abouti, est-ce qu'il a affiné sa recherche. Donc ça permet d'ouvrir tout un ensemble de connaissances sur le parcours utilisateur. Cette partie Unity est en streaming, la partie modèle H ne l'est pas actuellement. En début d'année, on a ajouté, donc tout récemment, la partie Local Ads, donc c'est un nouveau type de partenariat qui ressemble un peu à AdWords, en fait, côté Google. La partie uGraph, on l'a passé également sous Kafka pour permettre de faire directement le modèle H en mode streaming. Donc ça permet de nous faire du streaming de bout en bout, alors que l'on s'était juste arrêté sur le premier cluster en fait en streaming. Donc ça, c'est une prochaine étape sur laquelle on avance. Le projet Unity en lui-même, donc on est en Spark 2.1. On a commencé tout au début en Spark 1.2. Les développements, donc le premier POC était fait en 1.2, puis on a suivi les évolutions Spark, et à chaque fois qu'on a des nouveaux composants Spark, on essaie de soit de les intégrer, ou soit d'attendre que le composant soit suffisamment mature pour partir en production. Donc on a par exemple le structure streaming qu'on verra en fin de présentation, qui est toujours en alpha, donc on attend qu'il soit en version stabilisée pour pouvoir le pousser en production, mais dès qu'on a des composants qui sont poussés en production, enfin qui sont en mode production sous Spark, on essaie de les faire avancer. Donc ce qu'on a vu tout à l'heure, l'ensemble des développements sont faits en Spark. On a créé un socle métier et un socle technique dédié pour répondre à nos besoins d'audience. Donc le socle technique, c'est tout ce qui est interaction avec la partie Spark, la configuration pour Spark et tout ce qui est pour Elasticsearch. On est en mode coarse grain, donc ça, pour faire rapidement, il y a deux modes en fait sous Spark. Il y en a un où on alloue les ressources au démarrage du job et les ressources sont figées, elles sont statiques. On ne peut pas faire du scaling simple ou faire du scale down, ce qui peut être aussi intéressant pour laisser des ressources pour les traitements suivants. Côté Elasticsearch, l'intégralité des messages qui viennent de Kafka sont stockés sous Elasticsearch. Donc, comme on a vu tout à l'heure, on a à peu près 320 millions de messages qui arrivent sous les ES par jour et on a plusieurs jours de rétention sur les ES. On a utilisé historiquement Elastic Forest, donc Elastic for Scala sur la librairie. On est en train de bouger progressivement sur Elastic Hadoop pour des besoins de simplification au niveau du stockage où on prend directement, donc pour ceux qui connaissent Spark, on prend directement les RDD, on fait la sauvegarde directement en bulk sous Elasticsearch. Donc on fait des bulks maintenant pour tout ce qui est insertion. Et l'avantage d'ES, c'est également les dashboards qui nous permettent de faire des choses simples et de donner des dashboards à nos clients directs, donc nos clients internes. Sur la partie streaming elle-même, donc on a vu, on est en 2.1, on a le micro-batch de 10 secondes comme je le disais tout à l'heure. Nos résultats maintenant peuvent être stockés soit sous HDFS, soit sous Kafka pour faire le streaming dans la continuité, donc de bout en bout. Toutes nos données sources, on l'a vu tout à l'heure, viennent de Kafka, mais en fait pas que. On a également les données de clic, par exemple, qui ne sont pas actuellement stockées dans Kafka, mais qu'on pourrait imaginer stockées dans Kafka pour faire du temps réel global. L'exécution de nos jobs sont sous Mesos pour la partie streaming et on les conserve même s'ils sont sous Spark, sous Cloudera. Donc en fait, on dédie la partie Mesos pour tout ce qui est streaming. Initialement, on était en receiver base, on est passé en Kafka Direct Stream, donc c'est un autre type d'accès à Kafka pour la partie Spark. Donc là, j'ai malheureusement pas le temps pour parler de cette partie-là. Je pense que ça aurait été intéressant. Donc les ES, on en a déjà parlé, on a une cinquantaine de topics côté Kafka. Ce qui a changé dans les premières approches qu'on avait utilisées et qui étaient stables sous Spark pour la production, donc on était en receiver base. Un receiver, on peut le considérer comme une partition d'un topic, donc un topic est divisé en plusieurs partitions. Donc la partie la plus fine qu'on peut avoir sous Kafka était associée à un cœur, donc on avait un cœur dédié pour chaque type de partition de topic sous Kafka. Maintenant, avec la partie Kafka Direct Stream, on peut réserver les ressources de calcul pour le traitement et pas nécessairement juste pour faire de la collecte de messages. Donc ça nous a permis de dégager pas mal de ressources. Sur la partie donc, graph, on avait vu qu'on avait une grappe qui était unitaire par type de média. Maintenant, on est parti sur une grappe unifiée. La sérialisation était en texte, en fait, donc en CSV. On est parti en Avro directement, donc c'est une sérialisation binaire, dans le sens où on peut se permettre maintenant de prendre directement la grappe complète et la charger dans l'étape aval du modèle uGraph. Ça nous a permis également de sauvegarder d'économiser pas mal d'espace disque, puisqu'à partir du moment où on était en binaire, on gagne beaucoup d'espace également. Et on est sur un format de données beaucoup plus évolutif dans le futur. Ça nous permet également de faire des révisions de versions, etc. Donc ça ouvre une porte intéressante
pour les projets suivants. Et après, une petite étape, c'est qu'on avait initialement 6 étapes pour ajouter une nouvelle étape, donc ça c'est plus quelque chose de récent pour faire donc ça c'est plus du refactoring de code, ce qui est moins intéressant pour la présentation ici. Quelques détails, donc on a vu qu'on reviendrait sur ce schéma-ci. Donc ça, c'était historiquement ce qu'on avait jusqu'en fin d'année 2015, début d'année 2016. La partie Spark Streaming, donc elle se compose en 2 parties. Donc on a la première partie qui prend tous les messages de Kafka avec les index sous Elasticsearch. Donc ça, c'est entre guillemets assez simple, mis à part qu'on a les problématiques de performance avec la volumétrie qu'on reçoit. Et ensuite, on a une seconde partie qui vraiment prend les messages, donc ce qu'on appelait la tête de grappe, donc l'élément le plus haut. Et ensuite, on fait appel à Elasticsearch pour récupérer tous les éléments en dessous pour constituer la grappe. Et ensuite, cette grappe est stockée dans une grappe unifiée qui est passée au traitement suivant. Un élément qui était clé dans le projet streaming, c'est également qu'on a tout basé sur une notion de rejet intégré. Donc, c'est-à-dire que quelque chose qu'on n'arrive pas à traiter, donc que ce soit un message qu'on n'arrive pas à identifier. Donc, par exemple, il arrive en JSON, mais le JSON est mal formé, il a été tronqué, le message était trop long, il a été tronqué par le réseau ou par des équipements réseau. On a des éléments qui sont obligatoires dans le JSON qui ne le sont plus parce que le composant a changé, etc. Donc, toute cette notion de rejet est utilisée, que ce soit pour la qualité au niveau de la chaîne de continuous delivery avant que ça aille en production ou quand c'est en production, pour pouvoir faire du rejet, que ce soit au niveau de la collecte de messages ou au niveau de la gestion de grappe. Par exemple, une grappe, on connaît sa cardinalité, donc les éléments qui peuvent être appelés. Si la cardinalité n'est pas respectée, on peut considérer que c'est un rejet, et au lieu de juste l'ignorer, en fait, on le met en rejet, on a des dashboards de rejet qui nous permettent d'améliorer la qualité. Donc, si on se concentre, alors très rapidement, sur la partie indexation des données, je vous prends juste ce schéma-là, donc c'est pas pour le lire, c'est juste pour comprendre ce qui se passe. Donc toute la partie de gauche, en fait, on retrouve la partie Kafka en bleu. Ensuite, on a plusieurs couches, en fait, donc on a plusieurs strates dans la partie Spark qui permettent de les prendre et d'arriver sur la partie violette. La partie violette est une partie commune qui permet de prendre les messages et de les insérer dans Elasticsearch. Donc on préparait les données pour qu'ils soient indexables dans le bon format. La partie rouge, je vous la présente ici parce qu'on en reparlera tout à l'heure. En fait, le streaming, c'est très bien, sauf quand on commence à avoir une charge importante et surtout imprévue qui arrive sur la production, on peut prendre du retard, en fait. C'est-à-dire qu'il faut imaginer les micro-batchs comme un train. Si on ne prend pas le train quand il passe, donc si le train passe, si on le rate, on rate des wagons et potentiellement on rate des trains complets. Donc l'idée, c'est de se dire quand on a pris soit trop de retard et on veut faire une reprise, donc que ce soit une reprise parce qu'on a pris du retard ou parce qu'en fait on avait un problème dans la collecte ou dans sa restitution, donc on n'est pas à l'abri d'avoir un bug dans la génération des grappes, on peut faire une reprise en fait sur les éléments qui ont déjà été stockés dans HDFS. Donc c'est la partie rouge, ça nous permet de reprendre les données qui initialement est arrivées en mode temps réel, de les reprendre a posteriori, donc le lendemain ou l'heure après par exemple, et de recontinuer à prendre la partie rouge vers la partie violette et en fait de reprendre quelque chose d'homogène. Donc en fait, ce qu'il faut retenir là-dessus, c'est qu'on peut avoir 2 types de sources, donc une source en temps réel et une source en mode batch, et de continuer à avoir une architecture globale pour la suite. Si on se focalise rapidement sur la seconde partie, donc qui est vraiment la constitution de la grappe, donc si on fait un petit zoom là-dessus, donc on retrouve Kafka à gauche, et ensuite on récupère les messages, comme on l'a vu tout à l'heure. On prend la tête de grappe, on récupère les messages d'Elasticsearch, on vérifie si la grappe est complète, donc dans sa cardinalité. Si elle ne l'est pas, on lui donne 3 chances, en fait, parce qu'en fait, les messages qui arrivent, ils arrivent au fil de l'eau, et on ne garantit pas que dans le micro-batch qu'on est en train de recevoir, qu'on a l'intégralité des messages qui constituent une grappe. Parce qu'il y a un moment où on coupe toujours, au bout de 10 secondes, on coupe, et on attend de prendre les messages suivants. Donc on se donne, que ce soit une latence réseau, que ce soit le message qui n'a pas été émis directement ou qui a été tronqué juste aux 10 secondes, on se donne 2 chances de plus pour pouvoir constituer la grappe et l'avoir de façon complète. Une fois qu'elle est complète, on vérifie si elle est correcte, donc on vérifie l'intégralité de ces données, et si elle l'est, à ce moment-là, on génère le modèle du grappe. Et dans les 2 cas, si la grappe n'est pas complète ou si la grappe n'est pas correcte, ça devient du rejet, et on peut analyser la raison du rejet ensuite. Donc c'était un retour d'expérience, donc on arrive un peu à la partie retour et là où on peut avoir eu des écueils ou là où on a appris énormément, et ça c'est la partie je pense qui vous intéresse le plus. Avant la partie c'est plus pour vous mettre un peu dans le contexte et comment est-ce qu'on en est arrivé là. Donc les retours généraux, comme je l'ai dit tout à l'heure, la première partie si vous générez des données et si vous traitez des données, c'est de vérifier si on a des rejets ou pas. Là où on a été énormément pénalisé sur la partie PIG, c'est qu'en fait, quand la partie PIG avait été faite, on n'avait ni TU, donc on peut avoir pourtant des PIG units, mais ça n'avait pas été fait initialement. Et on n'avait pas non plus de notion de rejet. C'est-à-dire quand on fait une jointure, si on fait un left outer join, tout ce qui ne fait pas partie de la jointure est automatiquement ignoré. Et il n'y a pas de...
c'est juste ignoré, on ne sait même pas en fait qu'on est en train d'ignorer des données. Donc là, ce qu'on a fait dans la nouvelle approche en utilisant Spark, c'est qu'on s'est focalisé vraiment sur la partie rejet dès le début, en fait, un peu comme on veut faire du TDD, en fait, on fait d'abord ses tests et on vérifie que tout fonctionne bien. Et on est un peu parti de la même idée, c'est de se dire on a des données, on vérifie d'abord si on a des rejets des données et dans quel type de topologie ils peuvent être, etc. Donc on a fait ça dès le début. On a vu qu'on avait une chaîne par média, donc la chaîne unifiée, donc ça c'était quelque chose qui était important, et surtout pour réduire la maintenance qu'on avait sur chaque chaîne. Une des contraintes, alors c'est une contrainte sur laquelle on vit avec, mais on a vu qu'on avait, dans le schéma où on montrait les différents composants, on passe directement d'un orchestrateur vers un autre. En fait, ce qui se passe sur certaines couches, en fait, avant de passer d'un composant vers le suivant, on peut avoir des couches de cache. Enfin, on a des couches de cache, mais pas forcément à tous les niveaux. Et ce cache fait que le message a été émis une seule fois, et s'il est réutilisé, le message n'est pas réémis. Par contre, on continue quand même à l'avoir dans la pile d'appels, avec la notion de parent appelé. Donc on a l'information, mais le message peut avoir été émis il y a plusieurs heures, voire il y a plusieurs jours en fait. Donc ça veut dire que dans le cluster Elasticsearch, quand on cherche un message pour constituer sa grappe, on ne cherche pas dans les 10 dernières secondes ni dans les 20 dernières secondes. Potentiellement, on peut chercher dans la journée ou la journée précédente, voire même la journée d'avant. Donc on doit aller chercher jusqu'à J-2 en fait dans le cluster Elastic. Donc on ne va pas chercher avec 320 millions de messages de la journée, mais potentiellement dans 3 fois ça au niveau de volumétrie. Donc c'est une contrainte, mais avec laquelle on a fait avec. On a fait pas mal de recrutement. Alors, c'est pas facile de trouver des personnes qui font du big data, notamment sur Rennes. Et une des parties qui a été un peu sous-estimée, c'est quand on demande à des personnes c'est quoi pour eux une solution distribuée, on a une réponse différente pour chaque type de candidat, et même dans l'équipe en fait. Et la partie distribution en fait, de code, en fait, c'est pas aussi simple que de se dire moi j'ai écrit une web app, la web app je veux la distribuer sur un cluster, mais en fait c'est sur un cluster de 10 serveurs et on déploie 10 fois la même web app, et en fait qu'on ait 10 clusters ou 5 clusters, c'est la même chose en fait. Le cluster, c'est un seul nœud qui traite la requête, et quand on est en stateless, c'est très simple. En version distribuée, on a un enchaînement de jobs qui se fait, on a des contraintes de distribution, on a des pools de connexions qui sont également distribués sur les composants, donc c'est un mindset un peu qui est un peu comme la transition de passer du SQL au NoSQL en fait. Il y a un peu un paradigme sur lequel il faut un peu se creuser la tête, où c'est pas aussi simple qu'on peut le penser. Donc la partie streaming dont on a déjà parlé, et faire attention aux pics d'audience qu'on peut avoir, enfin les pics de collecte qu'on peut avoir quand on est en mode streaming. On sait que le streaming peut absorber une certaine capacité, on est toujours en train de voir un peu plus, sauf que si on se prend un gros pic de collecte, où on a une relance par exemple de certains composants qui réémettent de la donnée de façon inattendue, il faut pouvoir l'anticiper. Donc qui dit temps réel dit aussi qu'on a potentiellement de la rejoue sur les données qu'on n'a pas pu traiter. Sur Spark lui-même, donc dans Spark il y a deux composants, donc il y a deux éléments importants. On a le driver qui est vraiment le chef d'orchestre, et ensuite on a les exécuteurs qui vont faire ce que le chef d'orchestre leur ordonne de faire au niveau tâches. Donc chaque exécuteur va avoir ses tâches et le driver va leur envoyer les tâches. Il y a dans l'API, il y a des choses toutes simples en fait. Donc par exemple une fonction qui s'appelle collect en fait, qui permet de collecter l'intégralité des éléments qui sont distribués sur les exécuteurs et de les ramener sur le driver par exemple. Donc ça, c'est quelque chose qui paraît anodin, sauf qu'on commence à avoir 32 gigas sur chaque exécuteur et que le driver fait lui 8 gigas, on a un problème en fait. Donc il y a des petites choses comme ça où il faut faire attention, il faut éviter au maximum de ramener les informations sur le driver. Même chose pour le passage de paramètres entre les exécuteurs, les stages, donc en fait les différentes étapes qu'on a vues tout à l'heure, on avait plusieurs flots d'exécution pour arriver à l'affichage des listes réponses. On avait vu qu'il y a des résultats intermédiaires qui pouvaient être stockés de la façon sous PIG. Une des promesses de Spark, c'est qu'on fait tout en mémoire. On fait tout en mémoire, sauf à partir du moment où on fait du shuffle. Et le shuffle est conditionné par le nombre de stages en fait, qu'on peut avoir. Donc plus vous faites de shuffle, plus vous ralentissez les performances, parce qu'en général, le shuffle est stocké sur disque. Même s'il y a des possibilités de le stocker en mémoire, on a plus tendance à le stocker en mémoire et sur disque pour éviter d'avoir des exhaustions de mémoire. Et enfin, la partie Spark UI, donc vraiment l'interface de Spark et le DAG lui-même, en fait, qui est vraiment le schéma le graphe en fait de l'ordonnancement des exécutions qui vont être faites pour un job donné. Ça nous donne énormément d'informations sur comment l'optimiser. Quelque chose qui paraît tout bête aussi en mode distribué, c'est les logs par exemple. Les logs sont également distribués sur les exécuteurs. Donc si on fait un println quelque part dans le code, on ne sait pas sur quel nœud il va se trouver. Donc c'est des informations toutes simples en fait, mais en mode distribué, les gens ne font pas forcément ce réflexe-là. Donc
C'est simple à dire, mais une fois qu'on y fait face, j'ai encore parfois des nouveaux développeurs qui arrivent et qui se demandent où sont leurs logs. En fait, ils ne sont pas sur le driver, ils ne comprennent pas. Les pools de connexion, même chose. On les crée initialement sur le driver, sauf qu'il faut penser à les distribuer sur les exécuteurs également. L'API Spark, il faut bien la lire. Il y a des choses qui sont nommées pas très correctement. En fait, par exemple, un for each, on s'attend à ce qu'il soit fait directement sur la partition. Ce n'est pas forcément le cas. Et un for each, c'est une vraie action, en fait. Donc, ça déclenche automatiquement un stage, donc un shuffle. Donc, ça fait pas mal de problématiques au niveau des performances. Et prévoir la gestion de reprise, comme on a vu tout à l'heure, si on parle de temps réel, il ne faut pas s'attendre à ce qu'on arrivera toujours à traiter les choses en temps réel. Sur les retours entre Kafka et Spark, il y a une notion de checkpoint en fait, sous Spark qui permet de lui dire si en mode streaming, le job plante, donc si on a un crash sur la partie streaming, on est censé reprendre là où on s'est arrêté au niveau Kafka. Donc c'est-à-dire Kafka, il y a ce qu'on appelle les offsets, en fait, donc c'est les endroits où on est pour chaque topic, donc un peu comme chaque tiroir, on sait où on s'est arrêté. Sauf qu'en fait, le checkpoint dans Spark est l'endroit où on a fait la dernière lecture, pas où on a fait la dernière lecture et on a terminé le traitement de cette lecture. Donc en fait, on est en train de potentiellement perdre à chaque fois un batch. Donc on a fait un traitement manuel et on resoumet nous-mêmes les offsets de Kafka où on a fini le traitement et on les met directement dans Kafka. Ça permet d'être sûr que le dernier élément traité, il a vraiment été exécuté de façon correcte. Donc ça, on en a déjà parlé tout à l'heure, la partie Kafka Direct Stream contre la partie Receiver-Based. Donc Kafka, c'est quelque chose de très robuste. On a réussi à le faire planter une seule fois en production, et c'était plus par rapport à une saturation disque, en fait, où on a eu une relance de messages qui sont arrivés de façon brutale et de façon importante. Donc c'est le seul moment où on a réussi vraiment à faire avoir un crash en fait en production sur la partie Kafka. Il est très peu gourmand en ressources, sauf en ressources disque, parce que les informations, elles ne sont pas stockées en mémoire, elles sont bien stockées sur disque. Par contre, en CPU, on est largement en dessous des 20% en fait sur 20% de CPU même en pic de charge. Tout à l'heure, on parlait de résilience. Résilience, par défaut, quand on met un topic Kafka, il n'est pas forcément distribué correctement sur les deux data centers. Donc, c'est à nous de faire le rebalance. C'est quelque chose, à chaque fois qu'on a des nouveaux topics, qu'on s'assure. Et enfin, pour tout ce qui est monitoring, donc on avait initialement installé Ganglia. On a eu pas mal de problématiques avec Ganglia pour plusieurs raisons. Et donc on l'utilisait encore et on utilisait également des scripts pour faire tout ce qui est monitoring. Sur la partie indexation, donc on a vu qu'on utilisait Elasticsearch. Initialement, ce n'était pas ce qui était prévu. On avait fait un POC sur Cassandra. On avait utilisé donc ça remonte à 2013, début 2014. On avait fait un POC sur Cassandra. On avait utilisé le connecteur Scala pour Cassandra. On avait eu vraiment des performances très, très médiocres. Et on a creusé, donc on a contacté également les équipes de DataStax là-dessus. On a eu quelques réponses, mais on n'arrivait toujours pas à avoir des performances correctes par rapport à nos attentes de traitement. Donc on est parti sur le reste de l'étude, donc qui était la partie Elasticsearch, et on est resté au final sur Elasticsearch. Donc des petites modifications, donc c'est quelque chose d'assez standard, c'est le refresh rate en fait qu'on a plus tendance à désactiver quand on fait des insertions massives et à réactiver ensuite. On fait également du multi-get, au lieu de faire des recherches, pour chaque type de recherche, faire une requête, on fait des requêtes en mode batch. Également, même chose pour les écritures. Et on a une configuration Elasticsearch qu'on avait optimisée initialement pour la lecture et qu'on a ensuite optimisée pour les écritures également. Donc pas juste pour la partie bulk avec ses pools, mais un peu plus également. Sur la partie Mesos elle-même, donc Mesos, donc on l'a vu tout à l'heure, c'est un gestionnaire de ressources, donc ressources fines dans le sens où on a vraiment des conteneurs dans le sens ces groupes, comme on pourrait l'avoir sur du Docker. Et on peut également faire du Docker si on le souhaite. On est en haute dispo, donc on peut se permettre de perdre le nœud master, puisqu'on en a deux autres. Marathon nous permet de faire de l'auto-restart sur un nœud, donc sur un process. Donc si un process tombe, on peut le redémarrer automatiquement. Si un nœud d'un des éléments du cluster tombe, on peut également le redémarrer. Ça nous permet de faire du scaling, donc si on veut augmenter le nombre de S, on peut le faire. Faire du scaling, c'est un peu plus compliqué, parce qu'en fait, il faut rescaler les données. Donc si on a quelque chose qui est non stateless, donc il n'y a pas forcément d'état stocké sur disque, c'est un peu plus compliqué. Sur la partie ordonnancement de nos jobs, on est parti sur la solution Chronos, qui est également un composant de la stack Mesos, donc qui permet de faire un déclenchement à heure fixe pour un job, mais surtout l'enchaînement des jobs qui sont en aval de celui-ci. Donc on déclenche le premier, et ensuite les autres s'enchaînent directement à la suite. Et enfin, on a eu quelques problèmes avec Chronos, alors plus sur la partie dépendance ou rassemblement, c'est-à-dire que si on a deux dépendances sur lesquelles on attend que ces deux dépendances soient terminées pour enchaîner la suivante,
Dans certains cas, on a des problèmes d'état à l'intérieur de Chronos lui-même. Donc on a commencé à patcher la partie Chronos, mais ça reste assez fragile sur cette partie-ci. Mais ça répond, enfin, maintenant dans les cas qu'on a, on a plus de soucis depuis le patch. Si je fais un retour rapide, vous avez vu, vous avez vu plusieurs logos au fur et à mesure de la présentation, donc je vais en rajouter quelques-uns ici pour vous donner un peu une vue un peu plus exhaustive, mais qui reste toutefois pas exhaustive, sur les technologies qui sont utilisées chez Page Jaune, et un peu dans l'ordre dans lequel ils ont été introduites. Donc on a commencé par, ce qu'on a vu tout à l'heure, par installer un cluster Hadoop, donc on avait choisi Cloudera, donc on est sur la version Cloudera Express, on n'est pas sur la version Enterprise sur notre cluster, sur le deuxième cluster qu'on verra par la suite, on est sur la version Enterprise. On stocke l'intégralité des données donc, sur HDFS, donc le stockage distribué d'Hadoop. Les requêtes, on a vu qu'on faisait des requêtes AF type SQL, des requêtes PIG plus scriptées, qu'on avait l'IDE DSS. On utilise également You pour faire soit des requêtes, soit aller voir ce qui se passe sur HDFS, voir l'état des jobs, etc. Mais ça, c'est plus anecdotique. On a également Impala pour faire des requêtes qui ressemblent un peu à des requêtes Hive, dans le sens c'est des requêtes SQL, mais avec on est plus sur des requêtes interactives avec des réponses beaucoup plus rapides pour les datasets plus modérés que ce qu'on peut récupérer sur Hive. On a également des clusters Mongo pour le stockage de nos données. Et ensuite, on retrouve Kafka. Donc Kafka, les varnishes qui émettent directement vers les Kafka et les autres composants qu'on a pu voir qui sont principalement soit du PHP, soit du Java. La partie varnish, je la mets ici parce qu'en fait, on a la partie VCL qui est vraiment dans la partie CT Audience qu'on essaie de maintenir chez nous. De Kafka pour aller vers HDFS, on avait vu qu'il y avait Goblin. Pour faire tourner, que ce soit le cluster Hadoop ou le cluster Kafka ou le cluster Mesos également, on a plusieurs clusters Zookeeper qui nous permettent de vérifier l'état de chaque composant. Et ensuite, je tiens un peu une ligne au milieu où c'était plus la partie entre guillemets avant, donc avant qu'on fasse du temps réel, et la partie maintenant. Donc pour faire le temps réel, on a introduit Spark, donc je le mets un peu volontairement au milieu, parce qu'on a vu, on a la partie batch, on a la partie streaming. Donc pour faire la partie streaming, donc on est parti sur Mesos, avec Spark Streaming, donc la partie streaming que sur la partie droite, tout est écrit en Scala. On a Elasticsearch, donc ça c'était l'ancienne version, donc on est en train de migrer vers la nouvelle version, donc la 5.3 d'Elasticsearch. On utilise énormément Kibana pour nos dashboards internes internes à la CT, collaboratif, donc interne à l'équipe et interne au groupe également. Chronos pour tout ce qui est ordonnancement de nos jobs de façon quotidienne. Marathon qu'on a vu pour tout ce qui relance des jobs en automatique et maintenance de nos jobs. On a un petit logo au milieu là qui est Azkaban en fait, qui ressemble beaucoup à ce qu'on a côté Chronos, mais qui lui est pour vraiment toutes nos reprises, donc tout ce qui est reprise manuelle. On a eu un plantage la nuit dernière, on relance de façon manuelle un arbre d'enchaînement de jobs. Donc on le fait directement sous Azkaban, ce qui permet de faire directement des clics droits, redémarrer en plein milieu d'un graphe de job. Donc c'est beaucoup plus simple à utiliser que Chronos. Chronos c'est vraiment pour le quotidien et Azkaban c'est vraiment pour la partie récurrente. Et enfin on retrouve Avro qui est pour la sérialisation de nos données et avoir un versionning. Et pour terminer, je vais faire un peu une vue sur là où on va probablement cette année ou en début d'année prochaine, mais fortement cette année pour une bonne partie. Donc on est en Spark 2.1, les dataframes et les datasets, on les utilise pas suffisamment, à mon sens. On les utilise principalement pour la partie sérialisation Avro, mais pas suffisamment en amont de nos traitements, enfin à l'intérieur de nos traitements et en amont. La partie structure streaming, c'est quelque chose ce sur quoi on commence à poker, donc on remplaçant probablement la partie streaming quand on a pu le faire sur la partie Kafka, où on était en receiver base, on est passé en Kafka Direct Stream. On fera la même chose sur la partie structure streaming pour la partie streaming, donc qui permet également d'avoir une souplesse et surtout une simplification d'écriture au niveau des jobs streaming, qui n'était pas lourde, parce qu'une fois qu'on y a pris goût, on est dedans. Quand on regarde vraiment en structure streaming, c'est beaucoup plus simple. L'allocation des ressources dynamiques, on a vu, on est en coarse grain actuellement, c'est-à-dire qu'on alloue les ressources de façon statique au démarrage du job. On a commencé à faire de l'allocation de ressources dynamiques qui permet vraiment d'avoir de la scalabilité possible pour d'autres types de jobs en plus de ceux qui sont démarrés. Donc, par exemple, la nuit, on a une audience qui est plus faible, donc la nuit, on peut se permettre d'avoir des traitements de prédiction, par exemple, qui peuvent être utiliser les ressources qui ne sont pas utilisées par la partie streaming pour la collecte d'audience. Le décommissionnement de toute la chaîne PIG, donc ça c'est quelque chose qu'on a bon espoir de pouvoir faire cet été. La partie de bout en bout, on a vu, on a toute la partie streaming jusqu'à la chaîne unifiée, donc jusqu'en restitution de chaîne unifiée. On a bon espoir de faire passer également le reste, donc toute la partie modèle hiérarchique en mode streaming. Là, c'est dans une autre équipe, donc on essaie
prêcher la bonne parole pour qu'on y arrive, et il y a déjà des intérêts pour eux également de le faire. On améliore sans cesse la détection, que ce soit sur nos messages émis ou sur la restitution de nos grappes, donc la constitution logique cohérente de nos messages, donc sur la chaîne de continuous delivery avant que ça parte en production. Et sur la partie infrastructure, on est en train de travailler sur la sécurisation du cluster, donc des clusters, je devrais dire, Big Data. Donc, pour rappeler, donc, on a la partie Kafka, on a le cluster de collecte d'audience, qui est sur un des deux data centers qu'on a. Et ensuite, on a le cluster Mesos qui est vraiment séparé. Et ensuite, on a un deuxième data center qui est plus dédié à l'analyse de l'audience qu'on collecte. Donc, c'est vraiment deux clusters qui sont séparés, un pour la collecte, un pour son analyse. Et on a le modèle du graph qui transite dans un sens. L'idée, c'est vraiment de faire un backup croisé, donc prendre les éléments critiques qui sont sur un des clusters, le mettre sur l'autre. On peut se poser la question pourquoi, si c'est déjà sur HDFS, il y a des gènes résilience, donc on a par exemple un coefficient de résilience de 3, c'est-à-dire qu'on a 3 fois la copie, 2 dans le même rack et une sur un rack distant. On va se dire pourquoi, et la raison, c'est si on a le feu pendant un des deux data centers, donc on a un gros incident, et bien on perd tout. Donc l'idée, c'est vraiment de prendre les données critiques, les mettre avec un facteur de réplication plus bas sur le cluster distant et de faire vraiment un backup croisé. Que ce soit au niveau données, donc ça c'est ce qui est le plus simple, et ensuite on le fera dans la suite pour la partie service, c'est-à-dire pour vraiment la partie job. C'est-à-dire que si on perd un data center complet, on annulera tout ce qui est job, entre guillemets moins critique, c'est-à-dire l'analyse ou les choses comme ça, et on s'assurera que la collecte et la restitution à nos annonceurs soient, elles, garanties, qu'on perde un cluster ou qu'on perde l'autre. Pour faire ça, il y a une étape qui est un des prérequis, c'est Kerberos. On a Kerberos qui est sur le cluster audience qu'on avait donné, sur le cluster Hadoop. Alors ça c'est pas vraiment audience, c'est plus la partie analyse des données d'audience, qui est kerberisé, donc où on a des données sensibles qui peuvent être par exemple les données de finance. Et ça veut dire qu'on va également devoir kerberiser le second cluster. Donc ça c'est une des étapes sur laquelle on est en train de préparer. Un coefficient de réplication de plus de 1, actuellement on a un coefficient de 1, c'est-à-dire que si on perd un nœud, c'est pas grave, si on perd 2 nœuds, ça commence à vraiment devenir problématique. Sur la partie Kafka, donc on va faire au moins un réplica de 2. Et enfin, on est en train de travailler sur la migration de la bulle réseau, où on commence à savoir trop de machines en fait, sur la bulle réseau qui héberge le cluster Big Data et qui a tendance à grossir vu la volumétrie qu'on doit stocker. Et du coup, on est en train de préparer une bulle dédiée pour l'ensemble des parties Hadoop, où actuellement on a plus que ça sur la bulle réseau. Et j'ai fini, c'est fini pour moi. Donc je laisse place aux questions. Il nous reste à peu près 5 bonnes minutes de questions. D'accord. Alors la question c'est pourquoi est-ce qu'on va chercher les informations en streaming dans Elasticsearch et pas dans Kafka? La raison c'est que Kafka on ne peut pas faire un accès. Alors Kafka n'indexe pas les données, donc Kafka c'est juste une file d'appel en fait, donc on peut voir ça comme un gros tuyau et les messages arrivent l'un derrière l'autre et on ne peut même pas cibler en fait et dire donne-moi les données qui sont arrivées à 10 heures en début de présentation, donne-moi tous les messages qui sont arrivés depuis là. Donc déjà ça on peut pas le faire et on peut en aucun cas aller chercher un message spécifique de par sa clé en fait. Et la clé du message c'est son offset, donc on n'a même pas accès à la clé en fait, donc on peut pas. Donc voilà, c'est pour ça. On n'a pas un accès direct à l'identifiant, et l'identifiant est celui de Kafka, c'est pas un identifiant métier. D'autres questions? Alors actuellement, tout ce qui est prédiction, alors il y a une nouvelle cellule qui vient de démarrer tout récemment, enfin on en a deux, une qui va vraiment faire tout ce qui est analyse des données, une qui est plus sur le machine learning en fait. Donc là, on est plus sur du TensorFlow, etc. Donc là, c'est vraiment quelque chose qui vient de démarrer. Sur la partie analyse des données, on est plus sur... Alors, on n'est pas vraiment sur la prédiction pour l'instant, on est plus sur du SaaS et de la connaissance utilisateur. Donc, comment est-ce que l'utilisateur interagit avec le site. Donc, c'est quelque chose qu'on ne connaissait pas suffisamment et maintenant, on a suffisamment de données pour vraiment le faire de façon approfondie. Et la prédiction viendra ensuite, en fait. Donc, ce sera du machine learning. Et là, on est en train de démarrer une équipe là-dessus qui a démarré en début d'année. Pourquoi Kerberos? Je vais dire pourquoi pas. Kerberos, c'est la solution en fait qui est reconnue côté Hadoop en fait.
Et quand je dis reconnu, en fait, c'est chaque composant qui fait partie de l'écosystème Hadoop qui permet d'interagir et d'authentifier un utilisateur. Donc en fait, on récupère un ticket et avec ce ticket-là, on peut accéder ou non aux données et à certains types de données. Donc on peut accéder, par exemple, on peut aller jusqu'à dire je veux accéder à telle table, par exemple dans HTable, mais surtout à telle colonne en fait. Donc on peut avoir une finesse très fine dans Hadoop, mais pour pouvoir s'identifier, donc vraiment la partie authentification pour dire moi en tant que Yann van der Stok, je veux accéder à telle partie des données, l'authentification c'est fait par Kerberos en fait. Donc c'est vraiment la partie authentification, pas la partie autorisation, mais la partie authentification, elle est faite à travers Kerberos. C'est pas forcément serveur to serveur parce qu'en fait tout ce qui est GitHub, en fait les GitHub elles sont locales en fait, donc c'est pas forcément serveur to serveur pour cette partie-là. Particulièrement on veut s'authentifier en tant qu'utilisateur sur un service et en fait c'est au service d'avoir à implémenter le ticket counting ticket en fait, qui fait vraiment, c'est un peu comme montrer sa carte d'identité et dire je suis bien qui je suis en fait. Alors, il pourrait le faire, c'est pas la problématique, mais c'est le choix déjà été fait de Kerberos sur un des data centers, donc du coup on va rester sur Kerberos sur la deuxième partie en fait. L'idée c'est d'avoir le même RIM aussi, Kerberos sur les deux, c'est-à-dire qu'ils parleront comme si ça faisait partie de la même authentification, en fait, système d'authentification entre les deux clusters. Donc c'est plus le choix qui a déjà été fait d'un côté, en fait, on le reporte de l'autre côté pour avoir le même RIM aussi, pour pouvoir avoir deux solutions d'authentification différentes. Parce que l'idée c'est vraiment de se dire quand on se connecte sur un cluster ou sur l'autre, en fait, on pourra faire exactement le même type de requête sur l'un ou sur l'autre en fonction des droits qui nous sont assignés. Donc l'authentification de la personne, elle sera faite de façon homogène sur un cluster ou sur l'autre. Donc c'est pour ça qu'on est parti sur Kerberos. Ouais, alors tout ce qui sort du... Donc, dans quelle forme on stocke les données et où? Donc tout est en Avro, donc c'est sérialisé en fichier en fait. On n'a pas Parquet utilisé pour la partie modèlage par exemple. Donc modèlage utilise le mode Parquet, nous on est en mode Avro. Et on est stocké directement à la journée en fait. Donc on a l'ensemble des fichiers partitionnés à la journée. Donc année, mois, jour. Et après on a toutes nos données en fait qui sont stockées directement par jour. Alors si on veut avoir cette date-là, en fait, les données sont déjà partitionnées, donc on peut déjà cibler une journée spécifique. On ne peut pas cibler par contre une journée spécifique, une heure spécifique de la journée. Donc elles sont à la journée. Par contre, à la journée, on a plusieurs fichiers qui sont découpés et qui peuvent charger en mémoire direct, enfin charger en mémoire si on veut côté Spark, mais qui permettent d'être. On peut charger la journée complète et à ce moment-là accéder à la journée. Après, on peut faire des requêtes directement sur la donnée, mais la granularité la plus fine qu'on a, c'est à la journée. Et nous, côté la fin du streaming, c'est directement en Avro. Donc un fichier qu'on dépose. Alors, on a plusieurs fichiers qui sont déposés. On a un fichier par partition Spark pour des personnes qui connaissent un peu Spark. On a un fichier par partition Spark toutes les 5 minutes maintenant. Donc toutes les 5 minutes, on a un fichier d'agrégation. Donc on a une première phase toutes les 10 secondes et ensuite toutes les 5 minutes, on agrège. Ça fait beaucoup de fichiers et c'est pas bon d'avoir beaucoup de petits fichiers sous Hadoop. Donc en fait, on fait un job de concaténisation pour ces fichiers-là, et en fait on fait un plus gros fichier qui essaye de respecter au plus proche la taille du bloc HDFS en fait, qu'on a sur le cluster. Donc ça fait plusieurs fichiers de taille moyenne, et chaque fichier peut être chargé par un exécuteur ensuite. De faire des appels sur? On ne peut pas faire d'appel dans la HDFS, non. Bon. Merci. Merci.